Je vais entamer donc la dernière partie de l'exercice. Bon, il s'avère qu'il pleut. Il pleut un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. Je vous avais dit que la journée était indécise, effectivement. Elle a fini par, ça a fini par. Il y avait une telle indécision que la décision a été prise, c'est que la pluie allait tomber. Et effectivement, elle est tombée. Elle est présente parmi nous. Ceci étant dit, bon, je vais terminer cet exercice, puisqu'il restait encore une dernière partie. Donc démontrer que la tangente en P à E et la tangente en Q à gamma se coupent sur l'axe OX. Bon, tout ça a été traité, hein, je vous le dis tout de suite. Tout a été traité. C'est-à-dire qu'on a un axe des abscisses, un axe des abscisses. Bien sûr, ici, j'ai pris x carré sur, pour l'ellipse, bien sûr, l'équation de l'ellipse, x carré sur a carré plus b carré, enfin, x carré sur a carré plus y carré sur b carré, égale 1 avec a plus grand que b. C'est pour ça que je vous avais une ellipse horizontale. Hein. Je n'ai pas pris l'ellipse verticale. Il faut bien que je fasse l'analyse, l'étude par rapport à quelque chose. Je ne vais pas faire l'étude pour les deux. Hein. Bon, une seule étude suffit. Hein. Et puis vous adaptez la situation par rapport à l'autre verticale. J'aurais pu commencer par la verticale. Et voilà. Mais bon, généralement, je vous ai toujours dit que l'ellipse la plus... celle qui nous paraît la plus appropriée au dessin, ben dans un premier temps, c'est l'horizontale. Hein. On se met rarement à dessiner une verticale. Donc je vais entamer l'étude, si vous voulez, à partir de l'horizontale, comme je l'ai toujours fait. J'ai toujours pris l'ellipse horizontale, et alors après, il faut juste conjecturer pour l'ellipse verticale. Hein. Bon, c'est un cas particulier, l'ellipse horizontale. Avec B plus grand que A pour la verticale et A plus grand que B pour l'horizontale. Alors, donc je vous ai dit que on a démontré que la tangente en P à E et la tangente en Q à gamma se coupent sur l'axe X. Alors, qu'est-ce que c'est que E? Ben, E, c'est l'ellipse. E, c'est l'ellipse. Et gamma, c'est le cercle. C'est le cercle de grand diamètre. Hein. C'est pas n'importe quel cercle. Vous voyez bien que c'est le cercle de grand diamètre. Hein. Donc démontrer que la tangente. Donc je vous avais dit que bon, elle se coupe sur l'axe des x. Alors comme j'ai mis l'axe des x, l'axe x, c'est celui-là. Ben, comme j'ai mis l'axe x, je vais mettre l'axe y. Alors, il est situé plus ou moins ici, le centre. Voilà, on a le centre de l'ellipse qui est en haut. Là, on a l'axe y. Et les tangentes, je vais mettre tout de suite les tangentes. La tangente à l'ellipse, et la tangente au cercle, voilà, se coupent sur l'axe des x. On a un point S. S, point de coupure. C'est un point de coupure. Donc on a la tangente, si vous voulez, à gamma. On a la tangente à l'ellipse. E. Mais on a l'axe OX. Ce qui veut dire qu'on a trois droites. On fait l'intersection de tangente à gamma, tangente à l'ellipse, tangente à gamma, et l'axe OX. Et par les méthodes matricielles, ben, on démontre qu'on a une concurrence et que la concurrence se fait en S. Sauf il y a un cas particulier, c'est quand les tangentes sont comme horizontales. Là, à ce moment-là, on aura une qui sera en A, l'autre qui sera au cercle B, et l'autre ce sera l'axe des X. Là, il n'y a aucun point de coupure. Mais si vous voulez, pour savoir si là, on a un point de coupure, il faut que les trois systèmes d'équations soient le déterminant, en tout cas, des coefficients des trois systèmes d'équations de TE, T gamma et OX soit nul pour qu'il y ait compatibilité, c'est-à-dire qu'il y ait une solution et qu'elle soit unique. Il faut que le déterminant, donc des coefficients
de la matrice des équations soit nulle. On impose qu'elle soit nulle. Enfin, elle doit être nulle. Je m'excuse, elle doit être nulle. Effectivement, quand on démonte, elle est nulle. Mais attention qu'il y a un cas de figure de nullité du déterminant, mais où il n'y a pas de point de coupure. C'est le cas particulier là des trois parallèles. Là, à ce moment-là, vous avez 3 zéros. Voilà, on a une colonne de 3 zéros dans la matrice. Ça donne, la matrice va toujours donner 0. Elle va toujours donner 0, mais on a 3 droites parallèles. C'est juste ça. Alors, je vous rappelle que le S, si vous faites l'étude avec une anomalie excentrique, parce qu'en fait, il faut faire appel, pour faire l'étude de ça, il faut faire appel à l'anomalie excentrique. Donc, phi. Alors, on est sur un cercle, donc vous connaissez l'équation d'un cercle, c'est a cosinus phi pour x et a sinus phi pour y. C'est comme en trigonométrie, je vous toujours dit, si vous mettez a égale 1, vous avez le cercle trigonométrique. Vous voyez, vous mesurez en x le cosinus phi et en y le sinus phi. Ça, c'est la trigonométrie qui vous dit ça, mais ici, pour l'équation, la paramétrisation cartésienne, bon, est donnée voilà, par ça. C'est-à-dire qu'on a, avec l'anomalie excentrique, vous ressortez les équations cartésiennes. On passe d'un repère, voilà, avec un phi et un a phi. A, je vous rappelle que c'est voilà, rayon vecteur, hein, donc c'est avec un rho phi, ça c'est un repère polaire, on passe du repère polaire au repère cartésien en xy. C'est juste ça, hein, c'est rien de plus. Comme fait la trigonométrie, c'est un petit peu ça. On change de repère, ça, donc on passe d'un repère polaire à un repère cartésien xy. Bon, mais ayant un point Q appartenant au cercle, on peut trouver un point P appartenant à l'ellipse. Parce qu'en fait, le point P, il est situé juste en dessous, dans le premier demi-ellipse supérieur. Dans le demi-ellipse supérieur, Q est égal, Q est plus grand que P. Mais quand on est en phi égale 0, Q égale P, là, Q égale P, et ici, Q égale P. Il y a deux endroits, sinon, en dessous, on aura le Q qui est ici, et le P qui est en bas. Donc ça va changer. Demi-ellipse supérieure, le P est en dessous du Q, et le Q est au-dessus du P. Si on est sur les à côté, voilà, sur les à côté, quand j'appelle à côté, c'est le point A là, et le point B, aux extrémités, eh bien là, P est égal Q, P est égal Q, et sinon en dessous du demi-ellipse, eh bien Q est au-dessus de P, et P est au-dessus de Q, mais en tout cas, Q et P ont même abscisse. Donc ce qui veut dire que P sera, comme il a la même abscisse que Q, c'est A cosinus phi. Simplement, le Y vaudra B sinus phi. Et si on a A égale B, on a un cercle. Voilà. Alors, donc ils ont même abscisse, ça veut dire que bon, il y en a un qui est au-dessus, l'un au-dessus de l'autre. Il y a même une étude qui a été faite pour savoir où allait se trouver le point de coupure S. Alors, si vous faites varier l'anomalie excentrique ici, phi, si vous faites varier phi, le S va varier. Donc l'anomalie excentrique c'est phi ici, c'est l'angle là, ou l'angle là, hein, je vais le mettre en plus grand pour voir apparaître. L'anomalie excentrique c'est l'angle là, phi. Mais si vous faites l'étude de l'anomalie excentrique de 0 à 360 degrés, vous faites varier le tout, le S, qu'est-ce qu'il va faire? Le S, il va être ici, en A, en 0 il est en A, et puis il part à l'infini, hein, et puis après, là, il y aura parallèle, il y a un cas de figure où il est parallèle, en 90, et puis après, il semble venir de moins l'infini pour aller en B, puis il arrive en B, puis après, il repart en l'infini. Sur le troisième quadrant, le S repart en l'infini. Si vous mettez une tangente sur le troisième quadrant, le S repart à l'infini. Si S augmente, bien sûr. Et si S, et puis quand on est dans le 4, ici on a un parallélisme. En ce point-là, on a le parallélisme. Et puis si on est au quatrième quadrant, ça veut dire que là, le point
S revient vers A. Donc il sera extérieur, le point S va varier en dehors de A. Il ne sera jamais dans... Enfin, il sera à l'extérieur de AB. À l'extérieur de AB, mais jamais à l'intérieur de AB. Et il pourra valoir A quand la tangente est ici. Je vais montrer. Si j'ai une tangente, pas là. Ouais, si j'ai une tangente ici, en A, et en B, bien sûr, vous aurez compris que là, il y a toujours concurrence. Hein, de trois droites. Il y a deux droites qui sont confondues. Il y a deux parallèles confondus. Et il y a l'axe des X, il y a toujours une point de coupure. Elles se coupent tous les trois en X. Le seul point où il n'y a pas de point de coupure, c'est quand il est parallèle. Il est parallèle. Là, on n'a pas de tangente. La tangente, elle est... Voilà. Et d'ailleurs, avec ces quatre droites-là, vous en faites un rectangle. Hein, avec ces quatre droites qui sont... Voilà, des cas particuliers. Voici les cas particuliers, sont là. Le cas particulier va vous donner ça. Ce rectangle-là. C'est le seul rectangle qui englobe l'ellipse, si vous voulez. Qui englobe l'ellipse. Bon, alors ceci étant dit, je vais revenir. Tout ça, ça a été fait. C'est toutes les vidéos précédentes qui ont été établies. Alors maintenant, donc tous ces énoncés-là ont été faits. Démontrer que la tangente AP en P à E à l'ellipse et la tangente en Q à gamma se coupent sur l'axe OX. Tout ça, ça a été fait. Il suffit de prendre les équations des trois droites des tangentes et, bon, et de regarder le déterminant de la matrice des coefficients. Si ça annule, ça veut dire qu'il se coupe. En prenant bien soin de savoir quand est-ce qu'il est parallèle, c'est-à-dire quand on a la première colonne qui est à 0. Si on a tous des zéros sur la première colonne, les trois droites sont parallèles. Et c'est le cas de figure que je vous ai expliqué, y égale A, y égale B, et y égale 0. Alors maintenant, je vais outrepasser, enfin ce problème-là a été résolu de long et en large. Maintenant, je vais résoudre celui-ci. Résoudre ce problème-là, en déduire un procédé, de construction de la tangente en un point d'une ellipse. En déduire un procédé de construction de la tangente en un point d'une ellipse. Eh bien, on va entamer ce problème-là. Ça va demander un petit peu d'analyse. C'est ce que je vais faire tout de suite. Tout d'abord, je vais construire cette ellipse. Cette ellipse, bon, je vais mettre une ellipse, il faut bien que je la crée. Elle va aller de 4, premier foyer, second foyer en 4. Bon, je vais la tirer, je vais la mettre. Bon, je vais la faire passer par mon 3,3. Bon, j'aurais dû pas faire ça, je m'excuse. Je vais recommencer ce problème. Alors, la première des choses, je vais mettre un premier curseur. Pour ça, je vais mettre un curseur. Que je vais appeler A. Ouais. Je ne dis pas propriété. Qui va aller de 0 à 20. Minimum 0, maximum 20. Zéro, 20. Bon, je vais recommencer. 0, il l'a mis. Je comprends pas pourquoi il l'a pas mis. Voilà, je tape et là il le fait. Alors là, ça je comprends pas pourquoi il l'a mis.
Le B, il est non défini. Bon, on va effacer le B alors. Effacer. Je remets un second curseur qui va aller de 0 à 20 aussi. Voilà, il s'appelle B. Alors, l'équation, vous aurez compris que c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Alors, je vais arranger pour avoir une ellipse. Voilà, j'augmente le A, il augmente horizontalement. J'augmente le B, il augmente verticalement. Voilà. Ça, c'est mon ellipse. Alors, je peux aller rechercher le foyer. Le foyer, c'est C0 moins C0. Hein. Voilà. Bon, le foyer à cette ellipse, c'est le foyer de C. Voilà. Il donne les deux foyers. Alors, si je change le A, il va changer la distance des foyers. C'est normal. Il va adapter la situation. Donc, vous voyez que les foyers, ils dépendent aussi bien du A que du B. C'est normal parce que A carré est égal à B carré plus C carré. A carré est égal à B carré plus C carré. Donc, si vous bougez un paramètre, ben, vous bougez voilà, aux autres. Hein. Donc, le C va bouger parce que vous bougez au A. Le B étant constant ici, vous bougez au A. Et là, si le A étant constant, vous bougez au B, ben le C va bouger. Parce qu'il y a une relation qui dit que A carré est égal à B carré plus C carré. Bien sûr, pour les ellipses horizontales. Hein. Pour les ellipses horizontales, parce que pour l'autre, il faut adapter pour essayer d'avoir C carré positif. Hein. C carré doit être positif. Alors, quand vous faites A carré moins C carré positif si A est plus grand que B. Sinon, s'il est vertical, l'ellipse, ben, il faudra faire, pour avoir C carré, maintenir C carré positif, il faut que, comme elle est verticale, B plus grand que A, donc il faudra faire non plus A carré moins B carré, mais B carré moins C carré. Je m'excuse, B carré moins A carré. Il faudra faire non pas A carré moins B carré, mais B carré moins A carré pour garder le C carré positif. Quand l'ellipse est verticale. Tout ça, j'ai expliqué. J'ai expliqué tout ça auparavant. Alors, ce qui m'importe ici, c'est de mettre la tangente. Alors, je peux le faire avec GeoGebra, hein, c'est pas un problème. Mais je ne vais pas le faire avec GeoGebra. Je vais justement mettre les équations. Je vais mettre les équations parce que voilà, je vais fonctionner avec des équations. Parce qu'ici, je vais démontrer justement ce qu'il faut démontrer là, c'est-à-dire que en déduire un procédé de construction de la tangente en un point d'une ellipse, sachant que les tangentes concourent en un point. Les tangentes concourent en un point. Alors pour ça, je vais mettre le point P, point Q. Alors, je vais retourner sur GeoGebra. Je vais mettre le point P. Je vous ai dit que le point P, c'est x égale a cosinus. Ouais. Il faut que je remette un nouveau curseur. Je dois mettre un curseur. Pour l'angle, je vais chercher un curseur qui va jouer le rôle de l'angle de l'anomalie excentrique. C'est un angle qui s'appelle alpha. Donc ici il va s'appeler alpha. Là. Et alors donc je vais définir par rapport à alpha le point P et point Q. Donc x égale a fois cosinus alpha et y égale a sinus alpha. Y est égal à a fois sinus alpha.
Bon, là, on a, bien sûr, j'ai pas dessiné le cercle. Je vais dessiner le cercle de grand diamètre, parce que c'est le cercle de grand diamètre. X carré plus Y carré égale A carré. Je pourrais mettre le petit cercle, hein, bon, je vais quand même le mettre. Bon. X carré plus Y carré égale B carré. Voilà, comme ça j'ai le petit cercle aussi. Et je vais mettre... voilà, là je vais mettre le point Q. Donc, le point Q, c'est l'intersection. Là, et je vais l'appeler Q. Alors maintenant, je vais le positionner l'autre, le P. Je ne fais que traduire ce qui est ici. Hein. Moi, je ne fais que traduire ce qui est là. Voilà, l'ellipse avec les deux temps, la tangente au grand cercle qui est Q et P, tangente à l'ellipse. Et bien sûr, qui se coupe en S. Ils vont se couper en S sauf quand il y a parallélisme. Alors maintenant, on va mettre X égale A fois cosinus alpha. Bon, j'aurais dû faire dupliquer. Bon, j'y ai pas pensé. Mais là, cette fois-ci, je vais dupliquer celui-là. Comme cette fois-ci, j'y pense. Dupliquer. Mais cette fois-ci, c'est B sinus alpha. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a l'intersection. Je vais aller chercher l'intersection. De cette droite avec celle-là. Et là, on a le point P. Et voilà. Donc on a bon, ce qu'on a en énoncé. Et maintenant, il faut voilà, avoir un procédé de construction de l'ellipse. Alors, ça, on va le faire par une définition, je vous le dis tout de suite. Je vais le faire par une définition. Alors, je vais retourner sur Internet et voir l'ellipse, là. Alors, il y a 9 définitions. Il y a la définition bifocale. Bon, c'est le tracé du jardinier. MF plus MF' égale 4. Bon, il y a un cas particulier. Enfin, égale 2A, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit égale 4. C'est MF plus MF' égale 2A. Et si vous voulez calculer avec la moyenne, c'est MF plus MF' divisé par 2 égale A. De toutes les manières, que ce soit 2A ou A, 2A est constant et A est constant. Donc, c'est toujours la somme de deux distances est égale à une constante, qu'elle soit prise en moyenne ou pas. Bon, et ça, voilà, ça c'est avec la moyenne, distance, moyenne. Ensuite, il y a une définition 1 bis ici. L'ellipse est le lieu des points M, tel que la tangente en M en ce lieu, et la bisectrice extérieure. Bon, là, c'est ça que je vais entamer. Je vais entamer ce problème-là. C'est ce problème-là que je vais entamer. Bon, avant toute chose, bon, il y a deux autres définitions. Bien sûr, ça c'est la 1B, je crois. La 2, c'est avec la courbe équidistante. La 4, c'est avec l'antipodère. La 5, enfin la 4, c'est plutôt la 3 avec l'antipodère. La 4, par foyer directrice. Bon, définition par foyer directrice. La 5, définition par affinité de cercle. Le 6, c'est par la construction à la bande de papier. Le 7, c'est la trochoïdale. Et la 8, par les diamètres conjugués. Et enfin, le 9, c'est par la courbe de Lissajous. C'est ce qu'on a dans les courbes de Lissajous. On peut les construire on peut s'amuser avec un oscilloscope à construire toutes des figures, voilà, qu'on appelle les figures de Lissajous. Et on peut obtenir l'ellipse souvent certaines conditions. On a un cercle, une ellipse et d'autres figures qui se croisent. Des courbes un peu spéciales qu'on appelle les courbes de Lissajous. Qu'on peut obtenir facilement avec un oscilloscope
en manipulant l'oscilloscope d'une certaine façon. Bon, donc moi ce que je vais faire, c'est de voir par rapport à cette définition-là. Donc je vais rappeler la définition, pas la courbe d'équidistance, mais avec voilà. 1 bis. L'ellipse est le lieu d'un point M tel que la tangente en M à ce lieu. Bon, le point M ici pour moi c'est Q. C'est P, je m'excuse, c'est P. Le point M ici c'est P. Hein. C'est le point P là que vous avez là. Vous avez un point P qui se trouve sur l'ellipse. Ben, c'est le point M. Ça va être mon point M. Alors A et B, c'est vrai que je vais changer, c'est les foyers. Je vais appeler ça F1, F'. Alors, ouais, mais ici, je pourrais pas les changer parce que... Ouais, je sais pas si je peux changer ça. Parce que ça a été attribué par... qu'on appelle ça. Bon, on va regarder ça. Propriété. Le nom, c'est F'. Bon, je sais pas pourquoi il m'a changé ça. Je vais recommencer. Propriété. Le B, on va l'appeler F. Il l'a changé. Et le A, on va passer directement par renommée, hein, plutôt que de passer par voilà, ses propriétés. Soit on peut changer par les propriétés le nom, soit on part directement par renommée. Donc ici, je préfère passer par renommée. Comme ça, bon, je ne vais pas à chaque fois ouvrir le volet des propriétés à chaque fois. Enfin, donc renommée, je renomme direct. Voilà. Alors, le P, je vais laisser P. Je vais laisser P. Alors, les tangentes, je pourrais le construire avec le GeoGebra. Hein. Bon, il y a... Voilà, je fais la tangente ici. Je dis par rapport à quel point et par rapport à quoi. Donc, je ferai par rapport à l'ellipse et au point P. Donc, regardez. Là, j'ai le point P et l'ellipse. Voilà, j'ai une tangente. Bon. Cette tangente, voilà, je vais la ramener ici un peu plus pour la voir. Voilà, cette tangente, je ne vais pas le faire par la méthode de GeoGebra, mais par la méthode, si vous voulez, des équations. Alors, pour avoir l'équation, je vais faire par la technique de dédoublement. C'est-à-dire que je vais le faire par la façon suivante. On a à faire une ellipse, bon, pour autant qu'il arrive. Je vais faire la technique de doublement. On a x carré x carré sur bon, je suis en train de réfléchir à un truc avant d'entamer quoi que ce soit. Bon, de toute façon, ici, il n'y a pas à réfléchir. Ici, c'est x carré sur a carré. Bon, je vais remettre correctement x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Et je suis en train de voir si je vais le mettre par rapport à l'anomalie excentrique ou par rapport à x1 y1. Parce que je pourrais exprimer par rapport à l'anomalie excentrique ou x1 y1. Bon, je vais faire les deux, c'est pas un problème. Ça va pas me déranger. Soit je vais mettre en coordonnées alors le point P a pour coordonnées x1 virgule y1, c'est voilà, il appartient à l'ellipse, hein. Ou si je mets en anomalie excentrique, c'est a cosinus phi virgule a sinus phi. Bon, je prends l'un ou l'autre. C'est là que je suis en train de regarder comment je vais tracer ma tangente, hein. C'est juste ça. Je peux le faire par l'un ou l'autre, ça me dérange pas. Pour autant qu'ici, il faut que je règle ce problème-là.
Je ne vois pas le pointeur de souris, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé encore. Ouais. Donc on a ceci, c'est l'équation d'une ellipse que j'appelle E. E, c'est l'équation, c'est l'ellipse. Alors on a le point P qui est sur l'ellipse. P appartient à l'ellipse. P appartient à l'ellipse. Et maintenant, je vais tracer donc l'équation de la tangente à l'ellipse qui est TE. Alors, je vais le faire par la technique du dédoublement. C'est x fois x. Voilà, je dédouble y fois y. Voilà, sur a carré sur b carré est égal à 1. Alors, bien sûr, c'est pas x fois x, parce que bon, sinon on aurait du second degré, on n'aurait pas une droite. Donc c'est plutôt x fois x1 plus y fois y1. Voilà. Et la variable, c'est x. On a bien l'équation de droite, f de xy égale 0. Bon, pour avoir égale 0, il faudrait que je fasse donc b carré x1 fois x plus a carré y1 fois y moins a carré b carré égale 0. Là, j'ai bien f de xy égale 0, c'est l'équation d'une droite. Pourquoi c'est une droite? Parce qu'on a du premier degré pour x, du premier degré pour y, avec bien sûr un terme de degré 0 qui est le terme indépendant. Et donc ça, c'est la tangente. Bon, tangente qui peut court s'écrire encore autrement, puisque je vous ai dit que je peux faire intervenir l'anomalie excentrique phi. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Alors, je vais écrire cette équation-là, essayer d'obtenir la tangente, mais en mettant bien sûr non pas x1, puisque x1 c'est a cosinus phi, et non pas en mettant y1, mais voilà, en prenant, et essayer d'avoir la tangente avec ça. Je vais écrire ça tout de suite. Donc on a b carré x1 qui est... je vais le chercher directement, hein, je ne vais pas le réécrire. x1 c'est... bon, je vais aller chercher le h et le i. H et i. Donc c'est h et i. Donc c'est a carré. Bon, je me suis trompé ici. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Effacé. Tangente. Ouais. Bon, c'est ici que je dois marquer ça. Donc c'est b carré fois a cosinus phi. Donc c'est h. On a b carré fois h plus a carré. Ouais, j'ai oublié un x. Fois x. Parce qu'il faut une variable, hein, sinon il va vous calculer un nombre. Plus, enfin du moins si j'oublie le y aussi, il va me calculer un nombre si j'oublie le y. Parce que j'aurai que des nombres. Fois h fois i fois y moins a carré fois b carré égale 0. Bon, qu'est-ce que ça donne? Bon, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. X carré n'a pas donné un résultat, b carré fois h, a carré fois i. Il n'a pas donné cette droite que je pensais. Ouais, cette droite, de toute façon, je crois qu'il a même mis. Bon, ben, on va remplacer le h par A. Il faut pas de. Il met une parenthèse qu'il ne faut pas là. X fois A fois
cosinus alpha. C'est maintenant qui met la parenthèse ou un petit comique. Bon, enfin bref, cosinus alpha. Oui, d'accord, je dois encore aller changer celui-ci alors. Alors le i, mais je dois aller mettre b fois sinus, entre parenthèses. Non, la parenthèse c'est pas. Il a mal mis sa parenthèse. Et voilà, la tangente, il a tracé. Il a tracé la tangente. Bon, maintenant, pour autant que... La tangente, c'est celle-ci. On va tracer la tangente. Vous pouvez voir que elle est bien sur la tangente PC. Bon, alors, pour voir, un peu voir plus les choses. Voilà, donc il m'a bien fait la tangente. Hein. Et je vais mettre le point de coupure qui est là. Qui est l'intersection avec l'axe des X. Alors, je vais mettre l'autre temps. Ça, c'est la tangente à l'X. Alors ici, j'ai plus besoin de la tangente avec Q. Hein. Parce que ici, je parlais de... Voilà, la tangente à Q ne m'intéresse plus. On sait bien que elle se coupe en A. D'ailleurs, j'aurais pas dû appeler ça A, mais S. J'aurais dû l'appeler S. Je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est fait. Voilà, elle se coupe en S. Bon, mais cette fois-ci, j'ai plus besoin de la tangente en Q. Ce qui veut dire que ici, ce qui va m'intéresser, c'est le point PS. Puisque je vais parler uniquement de la tangente à l'ellipse. La tangente au grand cercle ne m'intéresse pas. Mais je pourrais la mettre hein, voilà, je pourrais la mettre pour information où elle serait située. Et ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais il m'empêche d'écrire quelque chose. Égal 0. Voilà. Alors, je vais dupliquer ceci. Parce que pour avoir l'autre tangente, il suffit de mettre... bien, je mets A carré. Le A égale B pour le cercle. Donc, voilà. Il suffit de remplacer tous les B par A ou tous les A par B ou tous les B par A. Et là, vous voyez que j'ai la tangente au cercle de grand diamètre et qui se coupe bien en S. Mais de toute façon, celle-là ne m'intéresse pas. Bon, parce que je vais étudier, comme je vous dis, en déduire un procédé de construction de la tangente en un point d'une ellipse. Voilà, point de construction. Bon. Alors maintenant, je reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire on va parler à partir de... Il faut savoir ce que c'est qu'une tangente à une ellipse, parce que bon, il faut la définir. Alors, je vais rechercher les informations concernant l'ellipse. Et ici, vous dites que l'ellipse est le lieu d'un point M, ici moi c'est P, tel que la tangente en M à ce lieu est la bisectrice extérieure de l'angle F'MF. Bon. Ça, c'est une définition. Hein. C'est une définition acceptable. Donc, vous voyez qu'ici, on peut parler de la définition. L'ellipse est le lieu d'un point M, ici, moi c'est P, tel que la tangente en M, moi c'est la tangente en P, à ce lieu, est la bisectrice extérieure de l'angle, la tangente en M, ce lieu, est la bisectrice extérieure de l'angle F'MF. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que PS est une bisectrice, voilà, de PF, PF'. Alors maintenant, je vais mettre des couleurs parce que bon, sinon on risque de s'y perdre.
Voilà. Donc ça c'est PF, PF'. Bon, j'aurais pu pas faire passer une droite dessus. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà, j'ai une droite là, et j'ai une droite là. Et effectivement, bon, regardez bien, je vais les mettre en couleur et ça va apparaître tout de suite. Si je prends ce point-là, enfin cette droite-là, je vais le mettre en couleur. Je fais directement à partir de, sans ouvrir, sans faire par l'intermédiaire du volet. Je vais le faire par rapport à ici. Ça va aller beaucoup plus vite. Alors le bleu, voilà. Je vais mettre la bisectrice. La bisectrice, c'est la tangente. La tangente, regardez bien qu'elle va être, elle est là. Elle est là. Ou je vais mettre avec une couleur un peu plus forte. Bon, on va le mettre en orange. Comme ça, on a un contraste. On voit le bleu et on voit l'orange. C'est deux couleurs qui sont contrastées. On peut les distinguer l'un par rapport à l'autre fameusement. Donc vous voyez que la droite en orange, qui est K, qui est la tangente à l'ellipse au point P, eh bien, c'est la bisectrice, si vous voulez, non pas intérieure, parce que la bisectrice intérieure, je vais vous la donner, elle est là. Vous tapez bisectrice, voilà, et je vais vous faire la bisectrice intérieure. Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est la bisectrice intérieure. L'orange, alors je vais mettre la bisectrice extérieure d'une certaine couleur. Je sais que ça, c'est la bisectrice intérieure. Je vais la mettre en vert. Bon, oui. Donc vous avez la bisectrice intérieure et la bisectrice extérieure. Bisectrice extérieure en orange et la bisectrice intérieure en vert. Et ils vous disent que bon, d'après la définition, que l'ellipse est le lieu de point d'un point M, ici c'est moi c'est P, tel que la tangente en M à ce lieu est la bisectrice extérieure de l'angle MF'. Effectivement, donc par cette définition, donc l'ellipse est le lieu d'un point M, moi c'est d'un point P, tel que la tangente en M, moi là c'est la tangente en P, à ce lieu, la tangente en P à ce lieu est la bisectrice extérieure de l'angle F'MF. Bon, moi ce que je dois changer, bien sûr, c'est d'abord un bis ne m'intéresse pas, c'est une définition. Il y en a 9 de définitions, je vous l'ai dit. Hein. Mais ça, c'en est une. L'ellipse, les définitions de l'ellipse, c'en est une. Et lieu des points d'un point, ici c'est moi, c'est P, tel que la tangente en P à ce lieu est la bisectrice extérieure de, moi c'est F'P F. Voilà. C'est clair et net comme une clarinette ou comme de l'eau de roche. Donc ça c'est la définition de l'ellipse. Qu'est-ce que c'est que l'ellipse? Est le lieu d'un point P, tel que la tangente en P à ce lieu, la tangente elle est en orange, je vous le dis tout de suite, à ce lieu, et la bisectrice extérieure, c'est la bisectrice extérieure, l'orange la bisectrice extérieure, alors que la verte est la bisectrice intérieure. Donc je vais traiter la bisectrice, si vous voulez, extérieure. Voilà, je vais traiter la bisectrice extérieure. Alors, pour ça, eh bien, on va faire
on va regarder qu'est-ce que c'est qu'une bissectrice. Alors, c'est fondamental de savoir ça. Vous devez savoir ce que c'est qu'une bissectrice. Et quand je dis vous devez savoir ce que c'est qu'une bissectrice, c'est tous les tenants et les aboutissants. Parce que moi, je vais utiliser les tenants et les aboutissants des propriétés et des définitions des bissectrices pour pouvoir développer, si vous voulez, mon argumentaire. Mon argumentaire, mon développement, ma démonstration. Alors, en mathématiques, de façon informelle, une bissectrice est une demi-droite. Déjà, c'est une demi-droite. C'est pas une droite. Bon, on peut la considérer comme une droite, mais bon, ici c'est une demi-droite qui coupe un angle en deux angles égaux. Cette notion peut être généralisée en nommant, en nommant ainsi la droite qui se superpose à la demi-droite. Voilà, elle peut être généralisée en parlant de droite plutôt que de demi-droite. On peut mettre une demi-droite. Hein. On peut mettre une droite, alors en lieu et place de la demi-droite parce qu'elle se généralise cette notion-là. Donc on a des angles égaux. Ça vous le savez très bien. Définition de la bissectrice d'un angle. D'un angle. Le partage en deux secteurs angulaires superposables, c'est une demi-droite. Issue du sommet du secteur angulaire, c'est une autre définition. Proposition, l'axe de symétrie d'un secteur angulaire porte la bissectrice de celui-ci. Bon, c'est une propriété. Il peut être commode de décider d'appeler bissectrice tout axe et pas seulement la demi-droite contenue dans le secteur angulaire. Théorème de la bissectrice, tout point de la bissectrice d'un angle est à égale distance des côtés de cet angle. Réciproquement, un point équidistant des côtés de l'angle est sur la bissectrice de cet angle et on peut donc énoncer le théorème de la bissectrice. La bissectrice d'un angle est l'ensemble des points à égale distance des côtés de cet angle. Bon, jusque-là, vous savez tout ça, c'est pas ça qui va m'intéresser pour faire les calculs. Corollaire, la bissectrice OZ d'un angle XOY est le lieu des centres des cercles tangents au côté OX et OY à cet angle. Malheureusement, je n'ai pas de cercle ici, mais moi j'ai une ellipse. Preuve du corollaire, application construction au compas de la bissectrice. Les bissectrices d'un angle se rencontrent au centre du cercle inscrit. Construction géométrique. Comme conséquence du théorème de la bissectrice, voici une méthode de construction à la règle au compas de la bissectrice d'un angle. 1. Pointer le compas au sommet de l'angle et tracer un premier arc de cercle marqué les points d'intersection de cet arc avec les deux côtés de l'angle. Pointer successivement le compas au point d'intersection d'arc tracé deux arcs de cercle de même rayon en gardant le même écartement du compas entre les deux opérations. Marquer le point d'intersection de ces deux arcs. Relier le sommet de l'angle et le point d'intersection des deux derniers cercles et vous avez tracé la bissectrice de l'angle. Et ça, bon, ça, vous avez appris ça quand vous étiez en primaire. On apprend ça, on est tout content de savoir faire une bissectrice quand on est en primaire. Et voilà, on a avancé d'un grand pas, je veux dire, dans notre apprentissage. Voilà, c'est savoir dessiner une bissectrice primaire, secondaire, ça revient aussi au secondaire. Donc, on est tout fier de pouvoir construire, je veux dire, une bissectrice, voilà, d'avoir appris de pouvoir tracer une bissectrice. Voilà, la méthode de construction, elle est là. Alors, bissectrice de deux droites séquentes, les bissectrices d'un couple de deux droites séquentes sont par définition les bissectrices des quatre secteurs angulaires définis par les deux droites. Il y a donc stricto sensu quatre bissectrices pour deux droites. Si on tient à la première définition de bissectrice au cours de la preuve du théorème suivant, on montre que ces quatre bissectrices sont portées par deux droites qu'on appellera bissectrices des droites séquentes. Alors, en équation, si on peut mettre tout ça en équation, puisque en fait, si on a un repère orthonormé qui est posé, l'équation des bissectrices, si dans un repère orthonormé, les équations des droites séquentes sont respectivement ax plus by plus c égale 0 et a' x' y' plus c égale 0, c'est les deux droites, alors les équations de leur bissectrice sont c'est une définition de distance d'un point à une droite. Hein. C'est la distance d'un point à une droite, et vous le faites deux fois en tenant compte que ce sont des valeurs absolues, mais ici ils ont mis plus et moins. Plus ou moins. Ils ont enlevé les valeurs absolues, ils ont mis plus ou moins. Alors, théorème, les bissectrices, jusque-là, pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. Voilà, je lis, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Théorème, les bissectrices d'un couple de droites séquentes sont perpendiculaires. Ok. Bissectrices comme axe de symétrie D et D', si U et V sont deux vecteurs unitaires dirigeant respectivement D et D', alors U plus V et U moins V dirigent les axes
de symétrie de la réunion D union D'. On obtient ainsi la notion de bisectrice de deux droites affines séquentes sans passer par le point de vue naïf des angles géométriques. Le produit scalaire U plus V U fois U moins V est nul. Comme U et V sont unitaires, les deux bisectrices sont orthogonales. C'est pour dire que les deux droites séquentes, la bisectrice de deux droites séquentes est perpendiculaire. C'est juste pour dire ça. Alors, bisectrice de deux droites harmoniques, bon, ça c'est avec les rapports harmoniques. Si D et D' sont deux droites séquentes, et delta prime sont leurs bisectrices, alors D et D', delta et delta prime forment un faisceau harmonique. Si D, D', delta et delta prime forment un faisceau harmonique, et si delta et delta prime sont perpendiculaires, alors delta et delta prime sont les bisectrices de D, D'. Et voilà, qu'on commence à entrer dans le vif du sujet. Bisectrice d'un triangle, cercle inscrit, hexagon inscrit, un triangle. Dans un triangle, les bisectrices intérieures sont concurrentes. Les bisectrices intérieures sont concurrentes, leur point d'intersection étant le centre du cercle inscrit dans le triangle. Ce cercle est tangent aux trois côtés du triangle. Deux bisectrices extérieures concourent avec la bisectrice intérieure restante. On obtient ainsi les centres de trois cercles inscrits au triangle. Le cercle passant par les pieds des bisectrices intérieures passe aussi par le point de Feuerbach. Le segment de bisectrice intérieure au triangle issu d'un sommet a par exemple pour longueur 2b fois c fois cosinus a sur 2 divisé par b sur c. B plus c, je m'excuse. L'angle formé par deux bisectrices intérieures BI et CI par exemple est égal à pi plus a sur 2. L'angle formé par les bisectrices extérieures BI' et CI' par exemple est égal à pi moins a sur 2. Particularité dans un triangle ABC, la bisectrice intérieure issue d'un sommet C recoupe la médiatrice du segment opposé AB en un point S sur le cercle circonscrit. Le cercle de centre S passant par A et B passe aussi par le centre du cercle inscrit ABC. Alors pour le premier point, théorème, le point d'intersection de deux bisectrices intérieures est égal à la distance des trois côtés du triangle. Il est donc aussi sur la troisième bisectrice intérieure. Un cercle centré au point de concours et tangent à un côté sera tangent aux deux autres. Appliquer le corollaire du théorème de la bisectrice bis. Et alors, là, voilà ce qui m'intéresse, c'est le théorème, ce fameux théorème qui m'intéresse. Dans un triangle ABC, voilà, je vais dessiner ce triangle, et c'est de ça que je vais avoir besoin. Alors, je vais dessiner un triangle. Un triangle quelconque. Bon. Alors, ce triangle se nomme ABC. Voilà. Alors, si je mets un point quelconque, je peux, à partir du sommet C, venir couper un point quelconque que je vais appeler I. I qui est l'intersection, voilà, de CI coupe AB. CI coupe AB en I. Bon. Quand est-ce qu'on aura une bisectrice? Et là, toute la question. Mais c'est une question de rapport. C'est le théorème de la bisectrice qui va venir fournir la réponse. Ils vous disent que pour avoir dans un triangle ABC avec I sur AB, la droite CI est la bisectrice intérieure issue de C, si et seulement si CA sur CB égale IA sur IB. CA sur CB, CA sur CB, CA sur CB est égal à IA sur IB. Bon, c'est une bisectrice intérieure. Hein. Il faudra adapter avec la bisectrice extérieure. C'est ce que je vais faire. Alors, justement, elle sera bisectrice. On aura des angles égaux. Les angles seront égaux si on a ceci qui est égal. Voilà.
Non, je m'excuse. J'ai radé. J'ai radé, j'enlève ça tout de suite. On aura des angles égaux si justement on a le rapport là. Si on a le rapport là. Voilà. Alors, si on analyse un peu de plus près, le CA, c'est ce côté-là. CB, c'est ce côté-là. Donc je fais le rapport du côté CA sur CB. C'est égal à IA sur IB. Bon, je peux dire aussi que CA sur IA, je peux écrire que CA, je l'écris sans les distances, enfin je veux bien l'écrire sans les distances, mais CA sur IA est égal à CA sur IA est égal à CB sur IB. Comme ça, j'ai tout dans un même... voilà. Ça va avec les triangles semblables, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des triangles semblables là-dedans. On a des triangles semblables. On peut décomposer par des triangles semblables. Donc CA, IA, maintenant je suis au triangle CIA. C'est le triangle CIA. Alors CA sur IA, CA sur IA, c'est le triangle CIA. Voilà. CB sur IB, c'est le triangle CIB. Voilà. Et ces deux triangles forment le triangle ABC. Ces deux triangles forment le triangle ABC. Bon, ça vient des triangles semblables. Bon, enfin, on va pas refaire la démonstration de ça, je le ferai peut-être une fois. Mais tout simplement, ici on va voir cette écriture qui m'intéresse le plus. Une preuve par le théorème de, voilà, le théorème de Thalès est donnée dans la page sur les divisions harmoniques. Voilà, le calcul de deux manières des aires des triangles CAI et CBI. Voilà, eux ils l'ont fait au niveau des aires, donne une autre démonstration élémentaire. On peut calculer à travers des divisions harmoniques. Ouais, c'est bien Thalès, hein. C'est les rapports de Thalès. C'est les rapports de Thalès. C'est bien ce que je disais, c'est triangle semblable. Rapport de Thalès, mais sinon on peut le faire avec les aires. Le calcul de deux manières des aires des triangles CAI et CBI donne une autre démonstration élémentaire. On peut alors calculer la longueur des segments que la bisectrice intérieure issue de C découpe sur le côté opposé. Alors IA sur CA est égal à IB sur CB. Et alors par là, voilà, si vous faites IA, c'est égal à IA plus IB, et CA, c'est égal à CA plus CB. Bon. Alors IA plus IB, ça fait AB. Bon, donc on aura AB sur CA sur CB. Ce qui veut dire que, bon, je peux le faire ici, hein, c'est pas un problème. Je ne sais pas si vous comprenez l'écriture là, mais elle est, voilà. Ils ont mis IA. Après, j'attaque la démonstration pour l'extérieur. Pour l'ellipse. Mais ici, je vais d'abord montrer d'où ça vient cette relation-là. Comme ça, après, vous ne pourrez pas me dire d'où ça vient ou d'où j'ai trouvé quoi que ce soit. Bon. IA, si je fais IA. IA, le rapport, c'est... Il faut que je le trouve. IA sur CA. IA sur CA. IA sur CA est égal à IB sur CB. IB sur CB. IB sur CB. Mais si vous faites la somme des deux, il y a toujours égalité. Hein. Si vous faites par exemple 2 quarts est égal à 8, on a fait x4, 4 x 4, 16, ça fait bien 1 demi, eh bien c'est égal à 8 plus 2, hein, sur 6 plus 4.
La preuve, regardez, 8 plus 2, ça fait 10. 10, 8 plus 4, ça fait 20. On a toujours un demi. Hein. Bon, ça, vous devez savoir. C'est les propriétés sur les fractions. Hein. Donc, on a toujours l'égalité sur la somme. Donc, si j'écris cette somme, pourtant que je retrouve les pointeurs de souris parce que je ne sais pas ce qui s'est volatilisé. Ouais, il est là. Donc, j'aurai IA plus IB, bien sûr en distance, sur CA plus CB. Ouais, mais IA plus IB, ça fait AB. Je vous l'ai dit. Ah, IA plus IB, ça fait AB. Donc ça fait AB, distance AB sur ceci, CA plus CB. Donc ce qui veut dire que IA est égal à AB fois le CA qui est ici, le tout bien sûr sur le dénominateur qui est CA plus CB. Et il en est de même pour IB. IB c'est AB fois CB sur CA plus CB. Voilà. Et donc ça c'est le théorème donc de voilà ce que ça vaut au niveau. Et moi je vais appliquer ceci bien sûr hein, pour les bisectrices extérieures. Bon, je vais aller chercher le GeoGebra. Alors, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Parce que ça commence à devenir encombrant. Bon, je vous avais dit que le. Est-ce que cette droite-là m'intéresse? Non, pas forcément. Je peux déjà enlever. Est-ce que cette droite-là ne m'intéresse pas forcément? La bisectrice R, ça, j'en ai besoin. Ça, j'ai pas besoin. Si, pour la démonstration, ça c'est une utilité d'office. Voilà, ça, j'ai pas besoin. Voilà, bon, ça déjà, moins encombrant. Alors, le texte, est-ce que je veux voir le texte? J'ai pas besoin du texte. Voilà, on peut fonctionner à l'aide de ceci. Je vais fonctionner à l'aide de ceci. Et je vais me dire que, bon, lequel triangle je dois regarder? Mais le triangle que je vais regarder, c'est le triangle que voici. Je vais créer un polygone qui est le triangle S, F', P. Mais il y en a un autre qui est là. Voilà. Voilà. Là, il a découpé, vous voyez, en deux triangles. En deux triangles. Donc, c'est ces triangles-là. En fait, ce triangle-là qui est P, F', Fs, c'est le triangle que je vais vous montrer maintenant. PF', PF', Fs. Je vais vous montrer. P, PF', Fs. Alors, le P, il est là. F', bon, on avait le S. Le S, il est là. Voilà. F', il est là. Et F, il est là. Donc, on a le foyer, le premier foyer, le second foyer, le point qui est extérieur. Ah, mais il est à droite parce que bon, voilà. Et j'ai le point P de l'ellipse. J'ai le point P de l'ellipse. Bon, je vais le remettre à l'endroit, bien sûr. Hein, vous aurez compris que je vais le remettre. Je ne vais pas travailler à l'envers. Hein. Bon, j'aurai un petit peu de difficulté à travailler à l'envers. Donc, je vais remettre ce triangle de cette façon-là. Voilà.
Alors, j'ai mon point P qui appartient à l'ellipse ici. Point P. J'ai mon ici F'. Là, c'est le point de coupure de la tangente à l'ellipse sur l'axe X. Et là, j'ai le point F. Alors, je vous disais que tout à l'heure, bon, on avait IA. Si je fais PS sur PF, PS sur PF, c'est égal à SF', sur... Voilà, je dois reconstituer, pour pas me tromper, je dois reconstituer un petit triangle, hein, comme ceci. Voilà, les rapports sont de ce petit triangle-là, et les autres rapports sont par rapport à ce triangle-là. Bon, c'est juste ça. Mais rappelez-vous que si je prends ce côté-là, ben, l'autre, je dois prendre le côté là. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Bon, donc je disais PS. Mais PS, c'est ceci. PS sur PF, PF, c'est ceci. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est égal à... Bon, j'ai pris le premier, celui-là, PS. Donc je dois prendre le F'S. Donc le deuxième que je dois prendre, il est là. Voilà. Et puis après, bon, il ne reste plus qu'à mettre le F'F. F'F. Je rappelle que F'F, c'est la distance focale. Hein. Mais normalement, je ne dois pas avoir de distance focale. Donc, SF'. Quelque chose qui ne tombe pas rond. SF'. PS. Bon, je me suis peut-être trompé quelque part. Le CA, c'est P. Le C, c'est P. Donc le A, c'est S. Donc CA, c'est PS. Bon, je vais faire la vidéo en deux parties. Bon, là j'ai les éléments en place. Hein. Voilà, je vais faire la vidéo en deux parties parce que les éléments sont placés. Pour éviter qu'elle soit trop longue, je vais faire une seconde partie. D'autant plus qu'ici, bon, il faut que je réfléchisse à tout petit peu au problème. Parce qu'apparemment, ben, je ferai une seconde partie. Elle va arriver. Là, vous avez déjà les éléments pour entamer donc la démonstration. Voilà, je vous remercie.